Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Francis. Bonjour Maxime Sayer, bienvenue dans ce 24 minutes. As-tu vu ce que j'ai fait? Tout savoir en 24 minutes, ouais, voilà. On commence, écoute, avec la nouvelle, on peut pas passer à côté. Je sais pas Laquelle? si tu as entendu parler... Marie-Hélène Thibert, oui, c'est ça. Non, comme tu le sais probablement, hier, Joe Biden, après de nombreuses journées où je te rapportais souvent où des voix s'élevaient pour demander son retrait, eh bien, hier, il a annoncé, c'est maintenant chose faite, Joe Biden cède sa place à la candidature là, pour être le représentant des démocrates en vue de l'élection présidentielle. Il cède sa place à Kamala Harris, l'actuelle vice-présidente des États-Unis. Il cède sa place. Il endosse. Oui, il l'endosse, exactement. Il cède sa place et il l'endosse. Ce n'est pas une monarchie. C'est ça, fait, exactement. Pas, en effet, tu fais bien de le préciser parce qu'il va y avoir une convention démocrate du 19 au 22 août dans laquelle les démocrates là, choisiront le candidat qui les représentera. Leur candidate. Oui, exactement. Ils devront d'ailleurs annoncer un vice-président, n'est-ce pas? Oui. Ce qui, franchement, beau petit mandat de conseil en stratégie, tout cela, n'est-ce pas? T'as comme 12 minutes là, pour faire la shortlist, regarder les antécédents. Oui, mais c'est ça, exactement. C'est quand même, pour moi, cette partie-là est excitante d'une certaine façon. Comme, t'imagines, jour après jour, là, du 22 au 19, là, il faut qu'il trouve un VP qui le vette, comme disent les Anglais. Ça, c'est vraiment des élections blitz là, en ce moment qu'on voit. Il y a plusieurs candidats, justement, là, qui sont regardés en ce moment. Il y a le sénateur d'Arizona, Mark Kelly. Il y a le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, le gouverneur de la Caroline du Nord, Roy Cooper, le gouverneur de la Pennsylvanie, Josh Shapiro. Tous des gens qu'on n'a pas c'est ça, exactement. Vu, malheureusement. On ne les connaît pas vraiment. Sans doute que lorsque la course va s'accélérer, on va avoir des experts qui vont pouvoir tout nous décrire qui sont ces gens-là. Oui, puis il est d'ailleurs de mise aux États-Unis et qui est peu regardé, mais que j'apprécie toujours, qu'il y a un débat entre les vice-présidents. Puis ça serait intéressant de voir J.D. Vance, là, qui est un gars qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais très articulé, qui a une carrière médiatique, avec celui ou celle que choisira Kamala Harris, si elle est nommée. Là, c'est quand même drôle. Ben, c'est ça, tu dis si elle est nommée, parce que c'est un peu ça qui plane autour de ça, c'est que c'est pas encore officiel, mais c'est presque comme si ça l'était. Ben là, écoute, je pense qu'il y a 200 congressistes là, qui ont endossé déjà aujourd'hui, dans 24 heures, là, la candidature de Kamala Harris. Il en reste quelques dizaines qui ne l'ont pas encore fait, mais là, j'ai l'impression qu'il y a comme vraiment un sentiment dans le Parti démocrate, une nécessité de s'aligner, puis de s'unir autour d'elle. Faut pas se mettre à se chicaner. Là. La chicane, c'était le mois passé. Là, il faut gagner l'élection. Puis pour ça, il faut, même si c'est factice, donner l'illusion d'une cohérence de parti, parce que ça semble être un parti qui est à la dérive là, quand même depuis quelques semaines avec M. Biden à sa tête. Et justement, tu parlais de chicane. Donald Trump réagit très rapidement à la suite de l'annonce en indiquant là, que Joe Biden avait été le pire président là, de l'histoire des États-Unis. Évidemment. Et que battre Kamala Harris, ça allait être encore plus facile. Toutefois, les sondages ne lui donnent pas tout à fait raison. Non. Parce que, selon justement là, ces sondages-là, Kamala Harris aura un meilleur score que Joe Biden contre Donald Trump. Elle perdrait quand même. Là, on parle de 46% pour Harris et 48% là, pour Donald Trump. Donc, elle perdrait quand même, mais elle se rapprocherait, là, disons, de la victoire. On va suivre ça, évidemment, avec beaucoup d'intérêt, que ce soit justement sa nomination, le choix du vice-président. Elle a pris la parole aussi là, pour la première fois suite à ce désistement-là. Va falloir voir aussi, je sais pas comment dire, j'ai toujours le persona ou l'espèce de personnage, là, pourrait-on dire, qu'elle va devenir, là, parce que être vice-président ou n'importe quel titre, sénateur, c'est une chose, puis tu te représentes d'une certaine façon. Être aspiré au plus haut titre d'un pays comme les États-Unis, ça te change, je pense. Donc, ça serait intéressant de la voir. Puis évidemment, elle va avoir accès là, à du personnel, disons, de calibre, là, en termes d'écriture de discours, en termes de soutien médiatique, relations publiques, etc. Donc là, on a dit depuis quelques années qu'elle n'était pas charismatique, qu'elle n'était pas ceci, qu'elle n'était pas cela, mais là, on va voir là, tout le firepower du
Parti démocrate à l'œuvre. Là, ça va être intéressant de voir le positionnement évoluer de Mme Harris, les photos qui vont sortir, tu sais, avec Donald Trump, le poing en l'air et l'oreille arrachée. Il y a des images comme ça qui frappent l'imaginaire. Moi, ce que je vois depuis hier sur les médias sociaux, c'est quand même une Mme Harris de face, une genre de photo officielle, mais où elle est vraiment présidentiable. Évidemment, c'est ce qui circule énormément. Fait qu'il faudra voir. Il y avait Philippe Richard-Bertrand, mon co-animateur du balado. Il est en Californie ces temps-ci. Et elle est californienne, Mme Harris. Il disait plus tôt aujourd'hui à l'émission de M. Nantel qu'il y avait déjà des posters qui avaient commencé à sortir des billboards et tout. Là, mais tu sais que les gens faisaient quasiment à la main de Kamala Harris. Notamment la Californie sont peut-être un petit peu biaisés, favorables envers les démocrates. Quand même, ça montre que ça a relancé vraiment leur campagne. Ça a créé un engouement, disons, qu'il n'y avait pas avant. On ne s'ennuiera pas cet été, je pense, ne serait-ce que de parler de ça, Max-Émile. Actualité. Je t'emmène maintenant à la nouvelle que tu as brièvement évoquée tantôt. Marie-Hélène Thibert qui est en pleine controverse. Dans le fond, l'histoire, là, c'est qu'elle s'était associée à une soirée de financement prévue en octobre qui était organisée par Théovox, Une Voix pour Dieu. Et Théovox a été découvert en fait que c'est un média très évangéliste qui prend la parole de Dieu, la Bible, tout ça. Je suis allé voir leur site web, là, on peut lire la Bible. Mais c'est ça, c'est plus que ça, c'est que c'est aussi complotiste. Exactement, anti-vaccin. Toutes les belles valeurs. Là. C'est ça. Et donc, il y a plusieurs internautes qui ont vu ça et qui ont commencé à écrire à Marie-Hélène Thibert. Et donc, elle-même est sortie sur les médias sociaux pour annoncer qu'elle allait annuler sa participation à l'événement en disant qu'elle avait eu beaucoup de messages de nature désobligeante, voire menaçante, et en précisant par après qu'elle n'était ni anti-vaccin, ni anti-avortement, ni anti-LGBTQ+, et qu'elle ne pratiquait aucune religion. Donc, c'est ça. Écoute, elle a déjà chanté pour des organismes religieux. C'est ce qu'elle a fait valoir, mais que c'était pour des, je sais pas, là, des églises en faillite, là, ou des groupes religieux. Puis des fois, les groupes religieux servent des causes également, la pauvreté, la santé des femmes. Il y a comme une forme d'alignement. Le fait que ce soit religieux est presque accessoire à la lumière de la vocation sociale. Mais là, clairement, c'est même étonnant que ça existe au Québec, là, très honnêtement. Là, un groupe de même qui a les moyens d'embaucher Marie-Hélène Thibert. C'est un peu drôle. La question, sans doute, que beaucoup de gens se posent, c'est est-ce que c'est juste une erreur qu'elle ne connaissait pas ou c'est vraiment ses vraies convictions? Oui, écoute, dans la dernière nouvelle, apparemment, elle serait en train de se matcher avec Guillaume Lemaitre-Vierge. Je ne sais pas si tu as vu ça. Ben non, on blague. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Le cardinal de Gérald Cyprien Lacroix reprend du service aujourd'hui au diocèse de Québec. Je te rappelle l'histoire, en gros, c'était au début de l'année, en janvier 2024. Il avait été visé d'allégations de nature sexuelle dans le cadre d'une action collective contre le diocèse de Québec. Et à la suite de cela, le pape avait déclenché une enquête pour élucider le mystère. Et le juge mandaté en était venu à la conclusion que le cardinal Lacroix, c'était impossible de prouver les gestes qui lui étaient reprochés. Il y a 40 ans, c'est ça, malheureusement, c'est difficile. Je pense qu'on a d'ailleurs levé l'arrêt Jordan pour ces histoires d'agression sexuelle. Donc, il n'y a pas de... OK, je pourrais pas dire dans le cadre des... Puis l'arrêt Jordan, puis il y a une autre affaire, écoute, je suis pas juriste, mais il y avait deux éléments sur la délai de péremption, puis je pense qu'on a levé les deux dans le cas d'agression sexuelle, que finalement, il y a comme... Il n'y a pas de délai. Là, parce que justement, je pense que plusieurs faisaient valoir que certains plaignants, plaignantes hésitaient à venir de l'avant parce qu'évidemment, il y a un aspect réputationnel important. Puis si les procédures étaient pour avorter, quoi qu'il advienne, c'était comme cher payé pour peu de condamnation. Justement, c'est intéressant que tu dises ça parce que justement, dans l'enquête, la plaignante avait refusé de parler au juge en question. Donc, lui-même, dans son enquête, il n'avait pas accès à toutes les données, étant donné qu'il n'y avait pas le récit de la principale intéressée. Donc, il a mené son enquête quand même avec les données qu'il avait. Son jugement a été celui retenu par le Vatican. Mais c'est pourquoi le cardinal Lacroix a donc recommencé à travailler. C'est difficile de savoir ce qui s'est passé il y a 40 ans si tu n'as que des oui-dire puis des narrations de faits, puis que dans l'occurrence, la présumée victime c'est peut-être même pas confiée à personne à cette époque-là. Puis si elle refuse de témoigner en plus, à un moment donné, c'est la version
d'une seule des parties qui dit non, je ne l'ai pas fait. Juste à un moment donné. Non, c'est ça. C'est un peu incomplet, mais on doit comme faire avec ce qu'on a malheureusement. Et voilà, bon retour à lui. Je sais pas trop, je me sens un peu mitigé. Je pense qu'il n'y a jamais de fumée sans feu, mais est-ce que lui spécifiquement s'est adonné à ces activités-là? On sait qu'il y a un problème plus généralisé dans le clergé, mais après, on peut pas être coupable par association, évidemment. Oui. Tout savoir en 24 minutes. Histoire de chasse à la baleine, maintenant. Es-tu plus baleine ou baleine, toi? Baleine, oui. Baleine, moi aussi, je suis quand baleine. Donc, je vous avertis, ça va être baleine pour la suite de cette nouvelle. Désolé pour nos amis de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent, ça va être baleine. Oui. Donc, le célèbre militant écologiste, là, Paul Watson, qui est canadien d'ailleurs, a été arrêté au Groenland, tout près de la capitale. Donc, il faut savoir là, que ce militant-là, en fait, lui, il parcourait le monde dans son bateau dans le but là, de s'en prendre à des bateaux baleiniers, là, donc des navires qui chassent les baleines. Et aujourd'hui, il a été arrêté à Nuuk, et c'est un mandat là, d'Interpol qui a été commandé par le Japon. Le Japon qui, lui, là, cherche à relancer un peu là, son industrie de chasse de la baleine, qui était déclinante depuis quelques années, qui cherche à relancer ça. Et il y a plusieurs là, qui voient là-dedans un arrêt politique un peu là, et symbolique, justement là, parce que ça s'inscrit dans un mouvement pro-chasse à la baleine là, du Japon. Ce qui est quand même étonnant, honnêtement, là, qu'il y ait encore aujourd'hui de l'appétit pour cette activité-là qui est forcément un peu barbare et, je sais pas, là, archaïque. Oui, ça, le Japon, lui, parle d'une question là, de sécurité alimentaire. Ouais, non, je sais. Sûrement. Ainsi que la culture de carottes, là, mais à un moment donné, là, give me a break. C'est l'argument que le Japon fait valoir. Par contre, d'un point de vue là, plus Interpol, disons, faut savoir que le mandat qui visait l'écologiste, en fait, c'était un mandat qui était caché, entre guillemets. Je te laisse écouter là, Félix Séguin, qui fait également une chronique là, à l'émission d'Alexandre Moranville, qui explique... oui, mais aussi à Moranville, qui explique ça. C'est que, au fond, c'est une notice rouge non publiée qui a fait l'objet qui a fait en sorte qu'il s'est fait arrêter. Parce que, regarde une chose, si vous allez voir sur le site d'Interpol le nombre de notices rouges qui ont été émises là, au cours des dernières années ou qui sont en vigueur présentement, là, il y en a des centaines, d'accord? Sauf qu'il y a des notices rouges aussi qui n'existent pas publiquement. Et puis c'est bien logique. Parce que si tu recherches quelqu'un, puis si tu veux avoir une chance de l'arrêter, et si d'aventure tu l'as localisé, dans un monde idéal, tu veux pas qu'il sache qu'il fait l'objet d'une notice rouge, puis qu'à son prochain passage à un poste frontière, il va se faire arrêter. Donc tu veux susciter un peu l'insouciance, n'est-ce pas? Alors. Donc, quand Félix Séguin explique, c'est on comprend clair. tout maintenant. Mais c'est quand même un drôle de stratagème, là, je veux dire, en termes de justice, là, de cacher des accusations pour coincer quelqu'un. Je veux dire, soit tu as des accusations, soit tu n'en as pas. Là, je sais pas quel rôle l'Interpol joue là-dedans, puis quel rôle les tractations politiques dans la gouvernance d'Interpol et l'influence du Japon là-dedans. Comme... T'accuses quelqu'un, il faut que les accusations soient claires et connues de tous. Là. Tu peux pas comme... En fait, tout ça me pue personnellement beaucoup au nez, là, cette histoire-là. Là. Franchement, c'est un peu abracadabra. Puis dans un autre segment, plus tard là, à l'épisode, on va accueillir justement une juriste là, qui va nous expliquer un peu le fonctionnement. Je pense un peu de la même façon que Félix l'a fait ce matin. Ah, super. Ça va être intéressant. Ouais. Tout savoir en 24 minutes. Es-tu un fan de camping, Francis? Écoute, je suis à l'antenne de cette émission jusqu'au 23 août, je pense. Là. Je ne veux pas dévoiler de grand poteau rose, là, mais j'ai donc décidé de prendre une semaine de vacances à la fin août et je vais être en camper van life. Là, tout ça. Donc, on a loué un véhicule... c'est ça, là, un véhicule... Mais est-ce que c'est sur... un camping, un site de camping? Non, on va bouger tous les jours. OK. Ouais. Puis d'ailleurs, fun fact, j'ai loué un van life, là, tu sais, une van là, dans laquelle tu dors. Que tu vis la vie de électrique. Okay. Donc, on va sillonner les routes du Québec dans un Ford Transit prolongé, là, bref, électrique. Ça va être super le fun. Okay. Donc, semi-fan de camping. Ouais, c'est ça, mais c'est pas du camping conventionnel, disons. Mais bref, je te dis ça parce que les campings débordent en ce moment. Les Québécois sont en amour avec le camping. Toujours le cas, je pense. Oui. C'est ça, mais ça ressemble à ça, là, ceux qui nous écoutent à la télévision. Là, c'est ça, c'est van life ou roulotte, là, ou, c'est toute un peu la même chose. Tu vas sur des campings
Évidemment, il y a des campings comme ceux qu'on voit à l'écran où il y a des centaines de roulottes. Moi, je vais peut-être affectionner plutôt des places où il y a 5 personnes. Plus intime. Oui. Mais on verra bien ce qui est disponible d'ailleurs, effectivement. Ben, c'est ça, là, en ce moment, là, c'est qu'il y a plusieurs campings là, qui rapportent qu'ils sont complètement bookés pour tout l'été, là, et ça depuis quelques semaines. Et là, avec les vacances de la construction, la belle météo qui annonce, ben, ça fait que les campings en ce moment sont complètement pleins, bien que il y en a parfois qui aiment ça, se prendre dernière minute, donc booker des sorties au camping 2-3 jours avant d'y aller. Ouais. Et parfois, c'est possible. Il y avait quand même le président de Camping Québec là, qui était à l'émission de Jean-François Barry tantôt qui disait que les journalistes ont exagéré un petit peu quand même. Là, je vais le paraphraser. Ça varie quand même. Il y a de la place. Là, juste chercher un peu plus. Mais effectivement, si ça plaît à une place, ça se peut qu'il n'y en ait plus. Puis 2 places, ça se peut qu'il n'y ait plus de place. Mais il y a de la place dans les campings du Québec. On est loin d'être à 100% de capacité sur l'ensemble de la province. Il y a beaucoup de campings qui sont vraiment loadés là, à bord. Puis il y en a d'autres qui réussissent à s'en sortir. Entre nous, Max, peut-être que dans l'idée des gens, là, faire du camping, c'est comme je me promène avec mon baluchon et je vais me poser là. Mais tu sais, un camping comme un hôtel, ça se réserve. Là, fait qu'il faut pas s'étonner que là, dans 3 heures, il n'y a plus de place au camping où tu voulais aller. C'est quelque chose qu'il faut penser quelques semaines, quelques mois d'avance. Mais effectivement, il y a plus de demandes pendant les vacances de la construction que le 11 janvier. Ouais. Là, c'est, mettons, évidemment. La palissade légère. Actualité. Nordvolt, l'entreprise de batterie suédoise, fait encore parler d'elle puisque une ex-cadre d'Hydro-Québec s'est joint là, au rang de Nordvolt à titre de lobbyiste. Sauf que le problème, c'est que Nordvolt fait du lobbying auprès de Hydro-Québec, entre autres. Donc, lorsqu'interrogé là, par le journal sur la question, le porte-parole de Nordvolt, Laurent Terrien, a précisé là, que Julie Beauchemin, qui est là, l'ancienne cadre en question, ne faisait pas de lobby auprès d'Hydro-Québec, parce qu'il y a d'autres instances gouvernementales également là, chez lesquelles Nordvolt fait du lobby. Toutefois, il y a pas moyen de le savoir, il faut vraiment comme le croire sur parole parce que sur le site, ça ne précise pas. Mais disons que ça donne un peu une mauvaise image, question d'éthique. Oui, c'est vraiment cette ligne-là, drôlement, là, qui est en train d'être beaucoup jouée là, entre les sociétés d'État québécoises. Là. Je me demande ce que le gouvernement Legault attend pour faire un peu de ménage là, du point de vue éthique. Bon, je lisais là, la porte-parole d'Hydro-Québec qui disait il n'y a rien de contractuel qui l'en empêche, mais Simonac. Les Américains ont mis en place des petites mesures là, très discrètes, mais je sais qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus en avant-garde sur ce qu'on appelle les portes tournantes, là, revolving doors, entre le public et le privé, pour essentiellement justement éviter que quelqu'un qui a toute la connaissance fonctionnelle, les chiffres, les contacts, à qui on attribue des mandats, pourquoi on attribue des mandats, avec quel scoring, ce qui avantage nettement quelqu'un qui n'a pas cette information-là, puisse le lendemain matin quitter ses fonctions et se retrouver, je veux dire, non seulement, écoute, si elle avait assumé des fonctions là, de directrice efficacité opérationnelle chez Nordvolt, OK, là, mais là, quand tu es dans une relation d'influence, là, de lobbying, ça me semble être vraiment dans une zone grise / noir foncé d'éthique. Là. Puis, encore une fois, je connais pas la dame en question, mais je le répète tout le temps, puis j'ai quand même suivi des formations en gouvernance, l'apparence de conflit d'intérêts, c'est aussi pire que du conflit d'intérêts du point de vue de la population. Fait qu'il faut jamais être en apparence de conflit d'intérêts. Puis la même façon qu'aux États-Unis, là, les donations aux partis politiques est un vrai problème. Pourquoi? Parce que ça crée l'apparence de conflit d'intérêts. Même si le politicien dit « Ah non, mais ça ne m'a pas influencé. » Ouais, mais t'as reçu $1 million. Donc voilà, c'est un peu particulier. Il y a un prof à Harvard, je pense, Lawrence Lessig, là, pour ceux qui s'intéressent, là, qui a écrit tout un livre vraiment très simple à comprendre sur comment justement on avait un peu ouvert les portes là, à des comportements comme ceux-là et que c'était même un peu, on fermait les yeux, mais franchement, comme je l'ai dit, il y a quelque chose d'un peu inacceptable. Puis tu sais, on dit, elle ne va pas faire de lobbying auprès d'Hydro-Québec, mais tu penses pas que son collègue lobbying à côté va pas lui demander genre le email, le numéro de téléphone, si tu comprends? Franchement, on n'est pas cons, là, les gens, s'il vous plaît. Fait que, à un moment donné, après, est-ce qu'on peut l'empêcher de faire son travail? Non, mais je pense qu'il faut quand même mettre des limites claires, des
6 mois ou 1 an de buffer, va faire d'autres choses, va flipper des boulettes chez McDonald's. De toute façon, on se donne des 600 000 $ de primes de signature, fait que ça peut couvrir une petite période de calme, là, mais en tout cas, je suis un peu cynique, je t'avouerai, par rapport à ça, mais ça fait comme plusieurs prises au bâton, là, il me semble, dans les dernières semaines, puis il y a vraiment un gros ménage à faire, là, en termes, pas de gens, là, j'accuse aucun individu, mais c'est comme le système qu'on a laissé un peu dériver, là, sans vraiment chercher à encadrer les comportements, puis qui donne beaucoup de cynisme, il me semble, à la population, ou en tout cas, ne serait-ce que par l'apparence de conflit d'intérêts qui alimente le cynisme. Actualité. Et je termine là, rapidement en revenant à l'international avec la tentative d'assassinat de Donald Trump. Aujourd'hui, là, la directrice des services secrets qui s'assurait de protéger là, le candidat républicain lors de sa tentative d'assassinat, la directrice Kimberly Cheadle était en audition en Congrès aujourd'hui et elle a dit le 13 juillet, donc la date de la tentative d'assassinat, le 13 juillet, nous avons échoué. Et c'était de son propre aveu. Là, elle parle du plus important échec opérationnel du service secret là, depuis des décennies. Ça fait suite aussi à beaucoup là, de commentaires là, qui ont été observés par rapport à toute la gestion là, de cette crise-là, parce qu'il y a plusieurs personnes de témoignages qui étaient, qui étaient présents là, lors de la tentative d'assassinat, qui disaient qu'ils voyaient l'homme au loin, qui n'était pas si loin, il était à moins de 150 mètres. Et il y a plusieurs qui se disaient comment ça se fait que ça n'avait pas été adressé, qu'ils ne l'avaient pas vu. Puis il y avait également le témoignage de quelqu'un qui était sur place, qui disait là, qu'il avait vu la personne, qu'il avait avisé aux autorités présentes et que rien n'avait été fait. Donc disons que ça doit être une journée difficile aujourd'hui là, pour la directrice des services secrets. Plusieurs pensent qu'elle va devoir démissionner, là, Kimberly Cheadle, mais écoute, on lui souhaite la meilleure des chances. Puis après, tu sais, je veux dire, ce qu'elle a dit aujourd'hui, c'était un peu évident. Là, oui, ils ont merdé. Là. Est-ce que ça mérite de jeter le bébé avec l'eau du bain? Je sais pas, mais effectivement, il y a des processus à revoir dans ces cas-là. D'ailleurs, la campagne Trump a fait valoir que plusieurs fois, il avait demandé des ressources additionnelles, ce qui leur a pas été octroyé. Fait que, ça les met dans une position un peu particulière. Bref. C'était notre 24 minutes ensemble. On a revu l'actualité, on a parlé de toutes sortes de choses, on a parlé beaucoup de M. Trump. Je pense qu'on va... On a parlé de camping aussi. On a parlé de camping. De van life. On équilibre les choses. Trump, van life. Merci d'avoir été avec nous, Maxime, et à demain. Au plaisir.